L'un des plus grands experts mondiaux en histoire sumérienne ancienne a passé ses derniers jours avec un message troublant. Samuel Noah Kramer croyait que tout ce que le monde pensait comprendre sur les premières civilisations pouvait être faux. Après des décennies d'études des anciennes tablettes d'argile provenant de lieux comme Nippur, il a commencé à remettre en question ses propres traductions célèbres et les fondements des manuels d'histoire modernes. Ces derniers mots n'étaient ni calmes ni simples, mais urgents et lourds, comme s'il avait découvert quelque chose de trop important pour être ignoré. Si le monde avait vraiment mal compris la première civilisation, que continuons-nous à apprendre de manière erronée aujourd'hui ? Rejoignez-nous pour le découvrir. La tablette oubliée. Au fond du sous-sol du musée de l'Université de Pennsylvanie, l'histoire dormait paisiblement sous des couches de poussière, de vieux papier et d'argile. Les salles étaient encombrées d'objets anciens d'un monde perdu. Certains étaient si petits qu'ils pouvaient tenir sur le bout d'un doigt. D'autres étaient grands et lourds, portant le poids de milliers d'années. Mais parmi tous ces trésors oubliés, une petite tablette d'argile allait tout changer. Les archives du Proche-Orient du musée étaient grandes et connues pour leurs étagères sans fin remplies de tablettes sumériennes anciennes. Beaucoup de personnes qui y travaillaient se souvenaient clairement de l'odeur. L'air portait le parfum de l'argile sèche, du papier vieillissant et du temps lui-même. C'était le genre d'endroit où le silence semblait vivant. En 1988, le célèbre érudit Samuel Noah Kramer avait passé presque 60 ans dans ces salles de sous-sol. Il avait consacré presque toute sa vie à l'étude de la civilisation ancienne de Sumer. Peu de gens sur Terre comprenaient ces anciennes tablettes comme lui. Le musée détenait environ 30 000 tablettes extraites de l'ancienne ville de Nippur lors des fouilles entre 1889 et 1900. Kramer connaissait beaucoup d'entre elles par cœur. Il pouvait reconnaître certaines tablettes de la même manière que les gens reconnaissent de vieux amis. Cette année-là, il est revenu à une tablette particulière qu'il avait traduite pour la première fois des décennies plus tôt, en 1949. La tablette venait de Nippur et datait d'environ 2100 avant notre ère. Elle était ancienne au-delà de l'imagination. La véritable tablette était si importante qu'elle était exposée aux visiteurs. Ce que Kramer tenait dans ses mains était une réplique. Pourtant, les mots gravés dessus portaient le même sens que l'original. Le texte décrivait une conversation entre un être humain et un dieu au sujet du début de la civilisation. Pendant des années, Kramer avait cru que le sens était simple et clair. Les dieux avaient donné la civilisation à l'humanité en cadeau. Cela correspondait aux croyances trouvées dans de nombreuses cultures anciennes. Les Égyptiens croyaient quelque chose de similaire. Les Grecs aussi. Pendant des décennies, la traduction s'intégrait parfaitement dans l'histoire acceptée de l'histoire humaine. Pourtant, quelque chose à ce sujet l'avait toujours troublé. Pendant 40 ans, un sentiment discret l'avait suivi chaque fois qu'il pensait à la tablette. Quelque chose semblait faux. Il ne pouvait jamais l'expliquer complètement, mais ce sentiment ne disparaissait jamais. Il essaya de l'ignorer. Il enterra le doute sous des années de travail et de recherche. Mais à 91 ans, Kramer a finalement cessé de l'ignorer. Selon les personnes présentes ce jour-là, il s'assit avec la tablette pendant près de 3 heures sans parler. La pièce resta complètement silencieuse alors qu'il tournait soigneusement la réplique dans ses mains encore et encore. Il essaya d'oublier sa traduction précédente. Il voulait lire les anciens mots sumériens avec des yeux neufs, comme s'il ne les avait jamais vus auparavant. Puis quelque chose changea. Il se figea soudainement. La couleur s'éclipsa de son visage. Pendant plusieurs longues minutes, il ne parla pas du tout. Le silence dans le sous-sol devint lourd et inconfortable. Son assistant l'observait attentivement, attendant une explication. Lorsque Kramer parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Il admit qu'il s'était trompé. Pas juste légèrement trompé. Complètement trompé. La découverte le choqua profondément. Ce qu'il croyait maintenant que la tablette disait réellement était bien plus important qu'une simple correction. Si sa nouvelle compréhension était vraie, cela remettrait en question des décennies de travaux académiques acceptés. Des théories entières construites par des érudits dans les universités et les musées pourraient soudainement s'effondrer. Ce n'était pas le genre d'erreur que les érudits voulaient entendre. La tablette ancienne ne racontait plus la simple histoire que tout le monde croyait. Son sens pointait maintenant vers quelque chose de bien plus troublant, quelque chose qui pourrait forcer les historiens à repenser les origines même de la civilisation. La nouvelle de la découverte de Kramer se répandit rapidement dans les cercles académiques. Les personnes qui avaient passé des années à défendre l'ancienne interprétation comprenaient immédiatement le danger. Des carrières entières avaient été bâties sur ces croyances antérieures. Mais
Qui était vraiment Samuel Kramer? Numéro 2. Une civilisation perdue ramenée à la vie. Pour comprendre pourquoi la découverte finale de Samuel Noah Kramer a choqué tant de gens, il faut d'abord comprendre l'homme lui-même. Il n'était pas simplement un autre historien travaillant tranquillement dans un musée. Il était la personne qui avait aidé le monde moderne à entendre la voix d'une civilisation ancienne qui était restée silencieuse pendant des milliers d'années. Kramer est né sous le nom de Simcha Kramer dans la petite ville de Yashkiv en 1897. Son père était enseignant dans une école hébraïque, et la vie n'était pas facile pour la famille. Sous le règne de Nicolas II, des attaques violentes contre les communautés juives se répandirent dans certaines parties de l'Empire russe. La famille de Kramer échappa à ces conditions dangereuses et traversa l'océan pour se rendre à Philadelphie alors qu'il n'avait que 8 ans. Le jeune garçon qui est arrivé en Amérique ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait un jour changer l'étude de l'histoire ancienne pour toujours. Pendant de nombreuses années, sa vie avançait sans direction claire. Dans la vingtaine, il occupa différents emplois et cherchait un sens. Il enseigna un temps dans l'école de son père. Il rêvait aussi de devenir écrivain. À un autre moment, il essaya même le commerce. Rien ne semblait lui convenir complètement. Puis, lorsqu'il avait presque 30 ans, tout changea. Il entra dans un cours d'études sumériennes au Dropsy College. À l'intérieur de cette salle de classe, il découvrit quelque chose qui captura complètement son esprit. C'était une langue d'un monde perdu, une langue qui était morte depuis près de 2000 ans. Il n'y avait plus de locuteurs vivants. Il n'y avait pas d'enseignants qui la comprenaient pleinement. Il n'y avait pas de dictionnaire complet prêt à le guider. La langue sumérienne se tenait seule, sans lien avec aucune famille linguistique connue. Contrairement aux hiéroglyphes égyptiens, il n'y avait pas de clé de traduction parfaite prête à déverrouiller tous les secrets. Les érudits avant Kramer n'avaient réussi à comprendre que de petites parties en comparant les écrits sumériens aux textes akkadiennes. Les scribes babyloniens anciens avaient laissé des listes de références qui aidaient les chercheurs à identifier certains mots et symboles, mais la plupart des écrits plus profonds restaient piégés dans le silence. Les mythes, les hymnes, les leçons scolaires, les documents juridiques et les chansons d'amour des anciens Sumériens étaient encore cachés derrière des murs que personne ne pouvait vraiment franchir. Kramer refusa d'abandonner. Lentement, patiemment et presque douloureusement, il commença à construire sa compréhension un mot à la fois. Il compara les tablettes pendant des années, cherchant des motifs répétitifs. Il étudia les structures de phrases et les symboles encore et encore. Chaque petit indice comptait. Chaque marque pressée dans l'argile portait un sens. Ce n'était pas un travail rapide. Cela prit des années de comparaison minutieuse et de concentration sans fin. Alors que beaucoup de gens auraient abandonné, Kramer continua d'approfondir le mystère. Peu à peu, la langue morte commença à parler à nouveau. Au moment où il publia son célèbre livre « L'histoire commence à Sumer », en 1956, il avait transformé l'étude de la civilisation ancienne pour toujours. Grâce à ses traductions, le monde moderne apprit que de nombreuses parties importantes de la civilisation humaine étaient apparues pour la première fois à Sumer. Les premiers systèmes d'écriture connus, les premières leçons scolaires, certains des premiers codes juridiques, même certains des plus anciens poèmes d'amour de l'histoire humaine. Une grande partie de ce que le monde comprenait sur l'ancienne Sumer provenait directement du travail de Kramer dans les archives souterraines du musée de l'Université de Pennsylvanie. Sa réputation grandit rapidement. Chaque fois que des archéologues découvraient de nouvelles tablettes dans différentes parties du monde, beaucoup étaient envoyés à Philadelphie car les érudits faisaient plus confiance à Kramer qu'à presque quiconque vivant. Il n'étudiait plus simplement Sumer. Il était devenu la voix principale dans ce domaine. Au moment où il prit sa retraite officiellement en 1968, la littérature sumérienne était devenue un sujet académique respecté avec ses propres départements, revues et carrières. Des universités comme l'université Yale, l'université de Chicago et l'université d'Oxford étaient remplies d'érudits construisant des carrières en utilisant les traductions que Kramer avait produites au cours de décennies de travail. Le domaine qu'il avait presque construit par lui-même était devenu l'un des domaines les plus respectés dans la recherche sur l'histoire ancienne. Mais sous le succès, quelque chose d'étrange commença lentement à apparaître. À partir des années 1960, des lecteurs attentifs remarquèrent de petits commentaires cachés dans les notes de bas de page des articles académiques de Kramer. La plupart des gens les ignoraient car ils semblaient être une prudence académique ordinaire. Il mentionnait que certains mots sumériens n'avaient pas d'équivalent véritable en anglais.
Il expliquait que certaines idées résistaient à la traduction moderne. Il admettait que certains passages restaient encore flous. Pour d'autres érudits, cela ressemblait à des notes académiques normales, mais ce n'était pas du tout normal, ce étaient des signes d'avertissement. Très discrètement, l'homme qui avait passé sa vie à décoder les textes sumériens avait commencé à soupçonner que quelque chose était profondément faux. La langue qu'il pensait comprendre parfaitement devenait de plus en plus difficile à mesure qu'il l'étudiait. Le problème n'était pas une seule phrase ou une tablette endommagée. C'était bien plus grand que cela. Kramer réalisa lentement que des concepts entiers à l'intérieur du monde sumérien ne correspondaient pas à la pensée moderne. Certaines significations ne pouvaient pas survivre pleinement à la traduction en anglais. Certaines idées semblaient porter des couches que les érudits modernes pouvaient à peine comprendre. Plus ils regardaient en profondeur, plus le sentiment devenait inconfortable. Les notes cachées qui ont tout changé. Au fil des ans, quelque chose d'inhabituel a commencé à apparaître dans les écrits académiques de Samuel Noah Kramer. Au début, presque personne ne le remarquait. Les commentaires étaient petits, cachés discrètement dans les notes de bas de page au bas de longs articles académiques. La plupart des lecteurs les sautaient complètement, mais ces petites notes portaient un sentiment croissant d'inquiétude. Pendant les années 1970, les notes de bas de page devenaient plus courantes. Leur ton changeait lentement. Ce qui semblait autrefois prudent et professionnel sonnait maintenant incertain et troublé. Kramer n'écrivait plus comme un homme pleinement confiant dans ses propres traductions. Dans les années 1980, le changement était devenu impossible à ignorer. Dans un article académique, Kramer admit quelque chose de choquant. Plus il étudiait les anciens textes sumériens, moins il était certain de ce qu'ils signifiaient réellement. Pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à décoder la langue perdue de Sumer, ces mots étaient profondément troublants. Pourtant, beaucoup de ses collègues rejetèrent ses préoccupations. Dans les universités et les réunions de faculté, certains érudits plaisantaient discrètement que Kramer avait passé trop d'années enterré dans les archives souterraines du musée de l'université de Pennsylvanie. D'autres pensaient que le vieillage le rendait douteux. Il était plus facile pour eux de croire que le célèbre érudit devenait simplement fatigué que d'accepter la possibilité que quelque chose de bien plus grand soit faux. Mais Kramer n'était pas confus. Il avait découvert un problème sérieux caché profondément dans la structure même de la langue sumérienne. Plus il étudiait attentivement les anciens textes, plus il réalisait que les érudits modernes avaient efforcé les idées sumériennes dans des catégories que les Sumériens eux-mêmes n'auraient peut-être jamais comprises. L'un des plus grands problèmes concernait l'idée de la religion. La langue sumérienne n'avait pas de mots clairs qui correspondaient véritablement à la signification moderne de la religion. Encore plus étrange, la langue ne montrait pas de séparation forte entre le monde naturel et le monde surnaturel. Pour les gens modernes, ces idées sont généralement très différentes, mais pour les Sumériens, elles n'étaient peut-être pas du tout séparées. Kramer réalisa quelque chose d'encore plus surprenant. Les textes anciens ne contenaient aucun véritable concept de miracle tel que les cultures modernes les comprennent. Un miracle signifie généralement quelque chose d'impossible qui enfreint les règles normales de la vie. Mais les Sumériens n'avaient peut-être jamais divisé la réalité en normal et surnaturel en premier lieu. Sans une idée claire de normal, l'idée d'un miracle perd son sens. Plus Kramer regardait en profondeur, plus tout devenait étrange. Les Sumériens ne semblaient pas non plus séparer la vie spirituelle de la vie quotidienne ordinaire. Sacré et profane n'étaient pas divisés en mondes séparés. Ces catégories n'existaient tout simplement pas dans leur langue comme elles existent aujourd'hui. Puis vint la découverte qui troubla Kramer, plus que tout. Pendant des générations, les érudits avaient traduit un mot sumérien important par Dieu. Kramer lui-même avait utilisé cette traduction pendant des années, mais maintenant il croyait que le sens était beaucoup plus compliqué. Le mot ne décrivait peut-être pas un dieu dans le sens moderne du terme. Au lieu de cela, il semblait plus proche de l'idée d'un grand pouvoir ou d'une présence pleinement consciente, quelque chose de puissant et d'intelligent, mais pas nécessairement un être façonné par la pensée religieuse moderne. Cette réalisation bouleversa profondément Kramer. Dans une interview en 1987, il avoua quelque chose qui aurait dû choquer le monde académique. Il expliqua que lorsqu'il traduisait des textes sumériens sur la création du monde, il utilisait des mots anglais familiers comme « création » et « monde », parce qu'ils étaient les termes les plus proches disponibles. Mais il ne croyait plus que les Sumériens comprenaient ces idées de la même manière que les gens modernes. Il craignait qu'ils aient décrit quelque chose de complètement différent. Selon des notes publiées de l'interview, Kramer avait l'air hanté en parlant.
Après avoir passé 50 ans à traduire des textes anciens, il croyait maintenant avoir passé une grande partie de sa vie à placer les idées sumériennes dans des catégories modernes que les Sumériens eux-mêmes n'auraient jamais reconnues. C'était une réalisation douloureuse. L'érudit qui avait aidé le monde moderne à comprendre l'ancienne Sumer commençait à craindre que cette compréhension elle-même puisse être incomplète. Pourtant, les notes de bas de page et les interviews n'étaient que le début. Le véritable tournant attendait silencieusement dans un tiroir de rangement sous Philadelphie. C'était l'ancienne tablette de Nippur que Kramer avait traduite pour la première fois en 1949. Pendant 40 ans, quelque chose à son sujet avait continué à le troubler. Le sentiment ne disparaissait jamais. Puis, en 1988, assis seul avec la tablette à nouveau, Kramer comprit enfin ce qui avait été faux tout au long. Qu'était-ce ? Découvrons-le. La traduction qui a bouleversé l'histoire. En 1949, Samuel Noah Kramer croyait avoir pleinement compris l'ancienne tablette de Nippur. Sa traduction décrivait un dieu donnant la civilisation à l'humanité comme un cadeau. Le sens semblait simple, clair et familier. Il correspondait aux récits trouvés dans de nombreuses cultures anciennes. Il s'intégrait également parfaitement aux idées que la plupart des érudits croyaient déjà. Chaque mot important semblait soutenir cette interprétation. Le mot traduit par cadeau soutenait l'histoire. Le mot traduit par humain soutenait l'histoire. Le mot traduit par Dieu soutenait l'histoire. Tout semblait correct. Mais en 1988, après avoir de nouveau fixé la tablette dans les archives souterraines du musée de l'Université de Pennsylvanie, Kramer réalisa soudain que le problème ne résidait pas dans les mots eux-mêmes. Le problème était la manière dont il les avait assemblés. La langue sumérienne permettait des significations bien plus complexes que ce qu'il avait d'abord cru. Le mot qu'il avait traduit par cadeau pouvait également signifier éveil ou souvenir. Le mot qu'il avait traduit par humain pouvait aussi signifier être endormi ou être inconscient. Même le mot traduit par Dieu pouvait signifier être pleinement conscient ou pouvoir conscient. Lorsque Kramer relut la tablette en utilisant ces significations, tout le message changea. Le texte ne décrivait plus des dieux donnant la civilisation à des humains impuissants. Au lieu de cela, il suggérait que la civilisation apparaissait lorsque les êtres humains prenaient conscience de capacités qu'ils portaient déjà en eux. Encore plus troublant, les êtres appelés dieux n'étaient peut-être pas des dieux dans le sens moderne du terme. Ils pouvaient représenter des états de conscience, des formes plus profondes de conscience ou des manières de comprendre la réalité que le monde moderne ne reconnaît plus. Ce n'était pas une petite correction. Cela inversait complètement le sens du texte. Kramer réalisa bientôt que le problème s'étendait bien au-delà d'une seule tablette. Au cours des semaines suivantes, il retourna à de nombreuses traductions qu'il avait rendues célèbres au cours de plus de 60 ans de travail. Encore et encore, il trouva le même problème qu'il attendait. Il avait, sans le savoir, imposé des idées modernes à la pensée sumérienne ancienne. Ces traductions reflétaient ce qui avait du sens pour un esprit académique du XXe siècle, pas nécessairement ce que la langue sumérienne exprimait réellement. Troublé par cette découverte, Kramer partagea ses préoccupations avec des érudits respectés, dont William Hallow à l'université de Yale et Miguel Civil à l'université de Chicago. La réaction fut immédiate, la possibilité les effraya. Si Kramer avait raison, des décennies de travaux académiques basés sur ces traductions antérieures pouvaient soudainement devenir incertaines. Des carrières entières, des livres et des études académiques reposaient sur ces fondations. Pourtant, au lieu de débattre de la traduction elle-même, beaucoup rejetèrent simplement ces craintes. Le dernier avertissement. Samuel Noah Kramer est décédé le 26 novembre 1990 à l'âge de 93 ans. À travers le monde académique, il fut célébré comme l'un des plus grands experts de la civilisation sumérienne ancienne. Les journaux louèrent ses réalisations. Les universités l'honorèrent et les historiens le reconnurent comme l'homme qui a aidé à ramener l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire humaine dans le monde moderne. Son nécrologe dans le New York Times parlait de sa longue carrière, de sa renommée et du respect qu'il avait gagné auprès des universités à travers différents continents. Mais quelque chose d'important manquait. Il n'y avait aucune mention des doutes qui le hantaient durant les dernières années de sa vie. Il n'y avait aucune discussion sur la douloureuse réalisation que le domaine qu'il avait aidé à créer pourrait avoir été construit sur des malentendus de la langue sumérienne elle-même. L'homme qui avait passé des décennies à façonner la compréhension moderne de Sumer était parti en croyant que beaucoup de ses propres traductions étaient profondément erronées. Au cours de ces derniers mois, Kramer donna des interviews expliquant ses préoccupations. Selon des personnes présentes, ces interviews furent enregistrées sur film. Pourtant, après sa mort,
Les images ne furent jamais largement diffusées. Des chercheurs familiers, avec les archives du musée de l'Université de Pennsylvanie, affirmèrent plus tard que les enregistrements avaient discrètement disparu dans un stockage. Ils ne furent pas inclus dans des projets commémoratifs. Ils ne furent pas ajoutés à des rétrospectives officielles. La plupart des érudits ne les virent jamais. Au lieu de cela, le monde académique continua d'avancer en utilisant le travail antérieur de Kramer. Ces traductions originales restèrent dans les manuels scolaires. Des cours universitaires à travers le monde continuèrent d'enseigner l'histoire sumérienne à travers le cadre qu'il avait créé des années plus tôt. Le système demeura exactement comme il était. La raison était simple. Accepter les conclusions finales de Kramer aurait forcé des institutions entières à remettre en question les fondations sous leur propre travail. Historiens, musées, professeurs et étudiants diplômés avaient passé des décennies à bâtir des carrières sur des interprétations directement liées aux traductions de Kramer. Des salles de classe à Philadelphie, au musée à Londres, Berlin et Bagdad, les expositions et les leçons d'histoire reposaient sur la structure qu'il avait construite. Si Kramer avait raison, alors une grande partie de ce travail pourrait devoir être reconsidérée. Ce genre de changement est difficile à accepter pour tout domaine académique. Les érudits qui rejetèrent Kramer, y compris William Hallow et Miguel Civil, n'agissaient peut-être pas nécessairement par cruauté. Ils protégeaient un système qui avait façonné toute leur vie professionnelle. Admettre que la fondation pourrait être erronée comportait d'énormes conséquences. Ignorer un érudit âgé approchant de la fin de sa vie était plus facile que de reconstruire des décennies d'histoire acceptée. Mais les doutes de Kramer ne s'arrêtaient pas au problème de traduction. C'était bien plus que prévu. Restez avec nous. Le message final. Dans les dernières semaines avant le décès de Samuel Noah Kramer, il donna une interview que peu de gens entendirent jamais. Selon ceux qui étaient présents, sa voix semblait faible et fatiguée, presque disparaissant par moments. Mais ses pensées étaient claires. Après avoir passé la majeure partie de sa vie à étudier la civilisation ancienne de Sumer, Kramer croyait avoir découvert quelque chose de bien plus grand qu'une simple erreur de traduction. Il pensait que les gens modernes pourraient complètement mal comprendre comment les Sumériens expérimentaient la réalité elle-même. Au cours de l'interview, Kramer commença par parler des mathématiques. Les anciens Sumériens utilisaient un système numérique basé sur 60 il y a des milliers d'années. Même aujourd'hui, le monde moderne utilise encore des parties de ce système pour mesurer le temps et les angles. 60 secondes font une minute. 60 minutes font une heure. Les cercles sont divisés en 360 degrés. La plupart des historiens expliquaient cela très simplement. Le nombre 60 était utile car il pouvait être divisé également de nombreuses manières différentes. Il fonctionnait bien pour les calculs et les mesures. Mais Kramer ne croyait plus que cette explication soit suffisante. Il se demandait si les Sumériens n'avaient pas choisi le base 60 parce que c'était pratique. Au lieu de cela, il croyait que cela pouvait refléter la manière dont ils expérimentaient naturellement les relations numériques. Peut-être que leur esprit comprenait la quantité différemment de celle des gens modernes. Peut-être que le nombre 60 leur semblait naturel en raison de la façon dont ils percevaient le monde lui-même. Puis Kramer parla d'astronomie. Les anciens Sumériens créaient des cartes stellaires avec une précision remarquable. Leurs enregistrements des mouvements planétaires restèrent utiles pendant des milliers d'années. Même pendant la Renaissance, certains astronomes européens s'appuyaient encore sur des données astronomiques d'abord enregistrées dans l'ancienne Mésopotamie. La plupart des érudits expliquaient cela par de longues périodes d'observation patiente transmises de génération en génération. Encore une fois, Kramer posa une question différente. Et si les Sumériens n'observaient pas simplement les étoiles, et s'ils expérimentaient les motifs dans la nature plus directement que les humains modernes, et s'ils comprenaient le mouvement, les cycles et les relations d'une manière que l'esprit moderne ne peut plus facilement accéder. Plus Kramer explorait la civilisation sumérienne, plus le motif devenait étrange. Vers 4500 avant notre ère, des systèmes hautement avancés apparurent soudainement dans les archives archéologiques. Des réseaux d'irrigation, une agriculture organisée, des outils en bronze, une planification urbaine et d'énormes structures de temples connues sous le nom de ziggourats semblaient émerger avec une vitesse surprenante. Les historiens modernes décrivent généralement cela comme une période d'innovation rapide. Mais Kramer se demandait si quelque chose d'autre s'était produit. Peut-être que ces solutions n'avaient pas été inventées lentement par essai et erreur. Peut-être étaient-elles devenues évidentes pour des esprits qui expérimentaient la réalité différemment. Pour les Sumériens, certains motifs et structures pouvaient sembler évidents, d'une manière que les gens modernes ne comprennent plus.
Puis Kramer atteignit l'idée qui effraya le plus de ses collègues. Il expliqua que les tablettes sumériennes plus tardives semblaient différentes des plus anciennes. La civilisation commença à s'effondrer vers 2100 avant notre ère, alors que l'empire akkadien absorbait davantage de la région. Pendant cette période, les écrits changèrent. Les textes plus tardifs sonnaient plus pratiques et ordinaires. Ils se concentraient moins sur des idées cosmiques plus larges et plus sur des préoccupations quotidiennes. Pour Kramer, il semblait que quelque chose de plus profond que la politique était en train de disparaître. C'était presque comme si la civilisation elle-même perdait d'un certain type de conscience. Les premiers Sumériens semblaient penser différemment de leurs descendants. Kramer croyait que les générations ultérieures n'avaient peut-être plus pleinement compris les idées de leurs propres ancêtres. Il pointa également vers le célèbre prisme Well-Blundell, préservé à l'intérieur du musée Ashmolean. Le prisme contient la liste des rois sumériens qui enregistrent les dirigeants de l'Antiquité. Les premiers rois étaient censés régner pendant des dizaines de milliers d'années. Les rois plus tardifs avaient des durées de vie humaines ordinaires. La plupart des historiens considéraient cela comme une mythologie devenant lentement une véritable histoire. Mais Kramer croyait que ce changement pouvait refléter quelque chose de complètement différent. Il se demandait si les premiers Sumériens expérimentaient le temps lui-même différemment. Peut-être que la signification du règne, de la vie et de l'existence changeait à mesure que la conscience humaine changeait. Dans l'interview, Kramer exprima enfin l'idée que peu d'érudits étaient prêts à suivre. Il croyait que l'effondrement de Sumer n'était pas seulement politique ou militaire. Il croyait que c'était un effondrement de la conscience. Quelque chose dans la manière dont les Sumériens expérimentaient la réalité pouvait avoir changé. Une fois ce changement survenu, la civilisation ne pouvait plus maintenir les systèmes extraordinaires qu'elle avait créés. Kramer fit alors une dernière observation troublante. L'humanité moderne, croyait-il, vit du côté opposé de ce changement. Nous sommes les descendants de personnes dont la compréhension de la réalité est devenue progressivement plus étroite et plus limitée au fil du temps. À cause de cela, nous ne pouvons peut-être plus pleinement comprendre les anciens textes laissés par des civilisations comme Sumer. Selon ceux qui ont assisté à l'interview, la pièce devint silencieuse après que Kramer ait parlé. Le vieux savant regarda silencieusement ses mains, portant le poids d'une vie passée à décoder un monde perdu. L'histoire ancienne encore enseignée dans les salles de classe. Après le décès de Samuel Noah Kramer en novembre 1990, le monde académique continua d'avancer, presque comme si rien ne s'était passé. Les conférences se poursuivirent. Les universités continuèrent d'enseigner les mêmes leçons. De nouveaux manuels d'histoire furent imprimés en utilisant les mêmes traductions que Kramer lui-même avait commencé à remettre en question durant les dernières années de sa vie. Le système ne s'arrêta jamais. Les érudits qui rejetèrent les dernières découvertes de Kramer continuèrent d'enseigner aux étudiants, de publier des livres et de bâtir des carrières en utilisant le cadre même qu'ils croyaient profondément erroné. L'homme qui avait aidé à façonner la compréhension moderne de l'ancienne Sumer partit en croyant que beaucoup de cette compréhension pouvait avoir été fausse. Pourtant, le monde continua répétant cela. Même aujourd'hui, plusieurs mystères entourant les dernières années de Kramer restent non résolus. Le premier mystère concerne les interviews filmées. Selon des personnes familières avec les archives du musée de l'Université de Pennsylvanie, des enregistrements des dernières interviews de Kramer existent encore sous une certaine forme. Ces interviews auraient capturé ses dernières pensées sur la civilisation sumérienne et les erreurs qu'il croyait que les érudits avaient commises pendant des décennies. Pourtant, ces enregistrements n'ont jamais été largement disponibles. Ils n'ont pas été inclus dans des rétrospectives académiques majeures. Ils n'ont pas été publiquement diffusés aux chercheurs du monde entier. L'explication la plus détaillée de ce que l'un des plus grands érudits sumériens de l'histoire croyait avoir mal compris reste cachée aux yeux du public. Le deuxième problème non résolu concerne la réinterprétation des textes sumériens eux-mêmes. Un petit nombre de chercheurs modernes, travaillant dans des domaines liés aux études de la conscience et à l'anthropologie cognitive, ont montré de l'intérêt pour les idées tardives de Kramer. Certains ont tenté de réexaminer les écrits sumériens anciens en utilisant la perspective que Kramer avait développée vers la fin de sa vie. Mais ce travail est resté en dehors de l'étude académique traditionnelle. Selon des érudits qui ont exploré ces questions, la résistance ne concerne pas toujours un manque de preuves. Dans de nombreux cas, le problème est bien plus grand. Des carrières académiques entières ont été construites sur les traductions et interprétations antérieures que Kramer avait aidé à établir. Des professeurs ont obtenu des postes en enseignant ces idées. Des étudiants diplômés ont passé des années à rédiger des thèses basées sur elles. Les musées ont conçu des expositions autour d'elles. Les manuels les ont répétés pendant des générations.
Si les conclusions finales de Kramer étaient là, prises au sérieux, de nombreuses institutions feraient face à la tâche douloureuse de reconstruire des fondations qui avaient existé pendant des décennies. Ce genre de changement se produit rarement facilement. Puis il y a le troisième et peut-être le plus grand mystère de tous, les tablettes elles-mêmes. Dans les musées et universités du monde entier, environ 100 000 tablettes d'argile sumériennes existent encore. Beaucoup sont stockées tranquillement dans des archives, des tiroirs et des collections de sous-sol, loin des yeux du public. Selon des estimations des départements d'études du Proche-Orient, moins de la moitié de ces tablettes ont jamais été traduites. Et les traductions qui existent ont été principalement créées en utilisant le même cadre interprétatif que Kramer a ensuite remis en question. Cela signifie que des milliers de textes anciens peuvent encore attendre quelqu'un prêt à les aborder différemment. Les tablettes restent dans des musées de villes comme Philadelphie, Londres, Berlin et Bagdad. Les visiteurs passent à côté chaque jour sans réaliser le débat qui entoure discrètement leur signification. Les étiquettes à côté de ces artefacts expliquent encore la civilisation sumérienne à travers des catégories que Kramer a finalement cru erronées. Et ainsi, la même histoire continue d'être enseignée dans les salles de classe à travers le monde. Les étudiants apprennent encore la naissance de la civilisation en utilisant des interprétations que Kramer lui-même a tenté de contester vers la fin de sa vie. La plupart d'entre eux n'entendent jamais parler des doutes qui le hantaient durant ces dernières années. Pourtant, quelque part dans les archives des musées, d'anciennes tablettes d'argile attendent toujours silencieusement. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous, et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.